ADX Supermax, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses, c'est la prison la plus sécurisée et la plus redoutée des États-Unis. Ici, on enferme les criminels les plus dangereux et les plus médiatisés du pays. Un lieu conçu pour une seule chose, le contrôle absolu. Des murs si épais que la lumière du soleil y pénètre à peine, et des détenus enfermés 23 heures par jour, seuls, coupés du monde. Ce n'est pas juste une prison, c'est une forteresse, pensée pour briser les esprits les plus résistants. Aujourd'hui, on entre dans ADX Supermax, la pire prison des États-Unis d'Amérique. Une forteresse bâtie pour le désespoir et l'enfermement. ADX Supermax, aussi appelée ADX Florence, souvent décrite comme pire que l'enfer, est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie moderne et de conception sécuritaire. Officiellement nommée prison ADX Supermax, elle abrite les criminels les plus dangereux du pays. ADX Supermax est pratiquement impénétrable et entièrement contrôlée, garantissant que les pires détenus ne puissent menacer ni la société ni les autres prisonniers. Sa construction a commencé avec un objectif clair, créer la prison la plus sécurisée possible, où toute tentative d'évasion serait quasiment impossible. L'établissement a été achevé en 1995 et conçu par deux grands cabinets d'architecture basés à Colorado Springs. L'un des aspects les plus marquants de sa conception est l'utilisation du béton armé. Les murs, les sols et les plafonds sont fabriqués dans ce matériau extrêmement résistant, rendant toute tentative de percée presque impossible pour les détenus. Les fenêtres de chaque cellule mesurent seulement 10 cm sur 1,20 m et sont positionnées de façon à ce que les détenus ne puissent voir que le ciel et le toit. Ce système empêche toute localisation précise à l'intérieur de la prison. L'agencement d'ADX Supermax ressemble à un véritable labyrinthe de zones de haute sécurité. La prison est divisée en plusieurs unités, chacune ayant une fonction bien précise. L'unité de contrôle, par exemple, accueille les détenus ayant commis de graves infractions disciplinaires ou considérés comme particulièrement dangereux. L'unité H est réservée aux membres de groupes terroristes ou aux individus soumis à des mesures administratives spéciales. Le secteur appelé Range 13 offre le niveau de contrôle le plus élevé pour les détenus les plus dangereux. Les cellules sont équipées d'éléments en béton, notamment un lit, un bureau et un tabouret. Les toilettes et la douche sont également en béton et cette dernière est dotée d'un minuteur pour éviter toute inondation. La prison est équipée de centaines de caméras qui surveillent chaque recoin de l'établissement. Elles sont reliées à une salle de contrôle centrale où le personnel peut observer et intervenir en temps réel. En plus de la surveillance visuelle, le site utilise aussi des détecteurs de mouvement et des capteurs de pression pour repérer toute activité suspecte. On compte environ 1400 portes dans toute la prison, toutes contrôlables à distance depuis la salle centrale. Ce système permet d'isoler rapidement n'importe quelle section en cas d'urgence. En cas de soupçon de tentative d'évasion, un simple bouton d'alerte peut verrouiller instantanément toutes les portes, piégeant les détenus dans leurs cellules ou dans des zones sécurisées. Le périmètre extérieur est entouré de clôtures surmontées de barbelés tranchants de près de 4 mètres de haut, surveillés par des gardes lourdement armés. L'espace entre les clôtures est équipé de capteurs de pression capables de détecter toute tentative d'escalade ou de découpe. Au-delà de ces barrières, le terrain environnant est hostile et désertique, rendant toute fuite encore plus difficile. À l'intérieur de la prison, les détenus sont déplacés d'une zone à une autre sous une surveillance étroite, le plus souvent avec des entraves complètes incluant menottes, chaînes aux chevilles et ceinture abdominale. Ce niveau de sécurité garantit un contact minimal entre les détenus, mais aussi avec le personnel. Les repas sont généralement servis directement dans les cellules, même si certains détenus transférés peuvent parfois manger dans une salle commune sous surveillance stricte. L'exercice se limite à une cour en béton ressemblant à une piscine vide, où les détenus ne peuvent faire que quelques pas dans chaque direction. La vie à l'intérieur d'ADX Supermax. La vie à l'intérieur d'ADX Supermax est entièrement dictée par ce niveau de contrôle extrême, qui s'étend à chaque aspect du quotidien.
Derrière les murs de la prison, des règles strictes régissent chaque détail de l'existence des détenus. Dès qu'ils entrent dans leur cellule, d'environ 2 mètres sur 3,50 mètres, leurs interactions avec le monde extérieur sont réduites au strict minimum. Les détenus sont autorisés à se doucher 3 fois par semaine, chaque session étant minutée avec précision. Les cellules sont conçues pour limiter tout risque d'automutilation ou d'évasion. Les détenus ont accès à quelques équipements limités, notamment une petite télévision en noir et blanc, diffusant des programmes éducatifs, récréatifs et religieux. Ils disposent également d'une radio et peuvent lire des livres et des magazines commandés via la bibliothèque de la prison. La nourriture est simple, pensée pour répondre aux besoins nutritionnels sans aucun excès, et les détenus prennent leur repas seuls. Cette routine se répète jour après jour, contribuant à la forte détresse mentale que beaucoup d'entre eux subissent. ADX Supermax fonctionne selon un régime strict d'isolement administratif et de confinement solitaire. L'isolement à ADX Supermax est extrême. Les détenus placés en isolement sont coupés de tous les autres prisonniers et n'ont que des contacts très limités avec le personnel. Cet isolement peut durer des années. Certains y passent même des décennies. Les cellules sont insonorisées afin d'empêcher toute communication entre détenus. L'impact psychologique d'un isolement prolongé est considérable. De nombreux détenus développent de graves troubles mentaux, notamment la dépression, l'anxiété et des hallucinations. Dans certains cas, ils adoptent des comportements autodestructeurs, comme répandre des excréments, étaler des fluides corporels ou tenir des conversations délirantes. Cet environnement brutal, décrit par certains comme pire que l'enfer, met les détenus à rude épreuve et soulève des questions complexes sur l'esprit humain dans des conditions aussi extrêmes. Même lors des visites médicales, des consultations juridiques et des autres interactions nécessaires, les détenus sont lourdement entravés et surveillés. Le personnel médical procède souvent aux examens à travers la porte de la cellule ou dans des salles sécurisées, spécialement conçues afin de garantir la sécurité. Les visites juridiques se déroulent sous une surveillance stricte, avec des mesures en place pour empêcher tout échange d'objets ou d'informations non autorisées. Les contacts avec le monde extérieur sont eux aussi extrêmement limités. Les détenus sont autorisés à passer quelques appels téléphoniques par mois, tous surveillés et enregistrés. Ils peuvent envoyer et recevoir du courrier, mais chaque lettre est contrôlée pour des raisons de sécurité. Les visites de la famille et des proches sont rares et se déroulent sous des conditions strictes, souvent à travers une vitre, empêchant tout contact physique. Ces restrictions sévères en matière d'interaction et de communication illustrent l'isolement intense vécu par les détenus d'ADX Supermax. Cet environnement a accueilli certains des criminels les plus tristement célèbres des États-Unis, contribuant à la réputation sinistre de l'établissement. Dans le chapitre suivant, nous allons explorer la vie et les crimes de ces détenus notoires et comprendre comment leur présence a façonné l'identité de cette prison extrême. Détenus célèbres. Timothy McVeigh et Terry Nichols sont les cerveaux derrière l'une des attaques terroristes les plus meurtrières sur le sol américain, l'attentat d'Oklahoma City. Le 19 avril 1995, McVeigh fait exploser un camion piégé devant le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah, tuant 168 personnes et en blessant plus de 600 autres. L'attentat est un acte de représailles contre le gouvernement fédéral en réponse au siège de Waco et à l'incident de Ruby Ridge. McVeigh est arrêté peu après l'explosion et reconnu coupable de plusieurs infractions fédérales, notamment de complot en vue d'utiliser une arme de destruction massive. Il est condamné à mort puis exécuté en 2001. Terry Nichols, qui a participé à la planification et à la préparation de la bombe, est lui aussi arrêté, jugé et condamné. Nichols écope de plusieurs peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ramzi Youssef est un autre détenu très médiatisé. Il est l'architecte de l'attentat contre le World Trade Center en 1993, une attaque qui a fait 6 morts et plus de 1000 blessés. La bombe, placée dans une camionnette de location, visait à faire s'effondrer la tour nord, mais le plan échoue. Youssef est capturé au Pakistan en 1995, puis extradé vers les États-Unis.
Il est reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, notamment de complots terroristes et d'utilisation d'armes de destruction massive. Il est condamné à la prison à vie plus 240 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. Ted Kaczynski, également connu sous le nom d'Unabomber, est l'un des détenus les plus tristement célèbres à avoir été incarcéré à ADX Supermax. Pendant près de 20 ans, Kaczynski mène une campagne d'attentats à la bombe à travers tout le pays, visant des personnes liées aux technologies modernes. Il tue 3 personnes et en blesse 23 autres. Ancien professeur de mathématiques, il envoie des bombes artisanales à diverses cibles, notamment des universités et des compagnies aériennes, ce qui lui vaut son surnom. Il est arrêté en 1996 après la publication de son manifeste « La société industrielle et son avenir ». Après avoir été identifié par son propre frère, il plaide coupable pour éviter la peine de mort et est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Kaczynski passe ses journées en isolement, avec très peu d'interactions humaines et de contact avec l'extérieur. Eric Rudolph, connu sous le nom de poseur de bombes du parc olympique, est responsable d'une série d'attentats dans le sud des États-Unis à la fin des années 1990. Son attaque la plus célèbre reste celle du Centennial Olympic Park, lors des Jeux olympiques d'été de 1996 à Atlanta. L'explosion tue 2 personnes et fait plus d'une centaine de blessés. Par la suite, Rudolph cible également des cliniques pratiquant l'avortement et des bars gays, motivés par ses convictions extrémistes. Il échappe aux autorités pendant 5 ans, vivant dans la nature, jusqu'à son arrestation en 2003. Il plaide coupable et est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Envoyé à ADX Florence, son isolement extrême sert à empêcher toute influence ou activité extrémiste supplémentaire. Richard Reed, connu sous le nom de Shoe Bomber, tente de faire exploser un engin dissimulé dans sa chaussure à bord d'un vol American Airlines reliant Paris à Miami en décembre 2001. Son plan échoue grâce à l'intervention des passagers et de l'équipage, qui le maîtrisent alors qu'il tente d'allumer la mèche. Ses actes sont motivés par son allégeance à Al-Qaïda et son intention de commettre un attentat dans le contexte des événements du 11 septembre. Reed est arrêté à l'atterrissage aux États-Unis et inculpé de plusieurs chefs d'accusation, notamment tentative d'utilisation d'une arme de destruction massive. Il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Un autre détenu notable d'ADX Supermax est Robert Hansen, ancien agent du FBI et l'un des espions les plus destructeurs de l'histoire américaine. Pendant 22 ans, Hansen vend des informations classifiées à l'Union soviétique puis à la Russie, compromettant de nombreuses opérations de renseignement et mettant en danger d'innombrables vies. Ses activités d'espionnage sont motivées par un mélange de cupidité financière et d'insatisfaction personnelle. Hansen est arrêté en 2001 et plaide coupable de multiples accusations d'espionnage. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Zacarias Moussaoui est la seule personne condamnée par un tribunal civil aux États-Unis pour son implication dans les attentats du 11 septembre. Bien qu'il ne fasse pas partie des pirates de l'air, il était considéré comme un remplaçant potentiel ou comme un élément d'un plan plus vaste. Il a été arrêté en août 2001 pour des infractions liées à l'immigration. Son comportement suspect et la possession de manuels de pilotage ont immédiatement éveillé les soupçons. Moussaoui a été inculpé pour complot visant à tuer des citoyens américains et pour soutien au terrorisme. Il a d'abord assuré sa propre défense avant de finalement plaider coupable à toutes les charges. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et envoyé à ADX Supermax. L'isolement extrême et les contrôles rigoureux de cette prison finissent inévitablement par affecter la santé mentale des détenus, quelle que soit la gravité de leurs crimes. Pour comprendre pleinement l'impact d'un tel environnement, il est essentiel d'examiner comment ces individus gèrent la pression psychologique écrasante à laquelle ils sont confrontés. Leur stratégie d'adaptation et les troubles mentaux qu'ils développent offrent un aperçu poignant de la dimension humaine de la vie derrière ces murs impénétrables. Mécanismes d'adaptation et troubles psychologiques. Les conditions extrêmement dures d'ADX Supermax ont un impact majeur sur la santé mentale des détenus.
Les effets psychologiques d'un isolement prolongé sont profonds, affectant à la fois l'esprit et le comportement de ceux qui y sont enfermés. Des études ont montré que l'isolement prolongé peut entraîner une détresse psychologique importante. Les détenus dans ces conditions peuvent souffrir de privations sensorielles, ce qui peut provoquer des troubles cognitifs et une instabilité émotionnelle. L'absence de contact humain significatif peut leur faire perdre le sens de la réalité, entraînant une incapacité à faire face à leur environnement. Pour supporter cet isolement extrême, les détenus développent souvent des mécanismes d'adaptation uniques, parfois dérangeants. L'ancien directeur Robert Hood a expliqué que des individus enfermés dans une petite cellule 23 heures par jour, sans limite de durée, finissent par adopter des comportements pouvant sembler étranges ou irrationnels. Ces comportements sont souvent une tentative désespérée de gérer la pression psychologique intense liée à leur confinement. L'un des mécanismes les plus fréquents consiste à adopter des actions répétitives ou des rituels. Certains détenus créent des motifs complexes avec les rares matériaux à leur disposition dans leur cellule. D'autres s'entraînent de manière obsessionnelle, répétant les mêmes mouvements encore et encore pour passer le temps et conserver une forme de routine. Dans les cas les plus graves, certains en viennent à des comportements autodestructeurs. Cela peut inclure le fait d'étaler des excréments ou d'autres fluides corporels dans leurs cellules, d'entretenir des conversations délirantes avec des voix imaginaires ou de se blesser physiquement. Ces comportements sont souvent le reflet d'une détresse psychologique extrême, causée par l'isolement prolongé et le manque de soutien en santé mentale. Le cas de Thomas Silverstein, un détenu ayant passé des années en isolement, illustre l'impact extrême de ces conditions. Silverstein a été maintenu à l'isolement pendant plus de 30 ans, dont une partie à ADX Supermax. Durant cette période, il a manifesté de nombreux comportements autodestructeurs, luttant pour préserver sa santé mentale face à un isolement constant. Son cas met en lumière les défis considérables auxquels sont confrontés les détenus en isolement prolongé et soulève des questions essentielles sur la capacité de l'esprit humain à supporter de telles conditions. Le traitement de la santé mentale des détenus à ADX Supermax a fait l'objet d'un examen juridique important et de nombreuses critiques. L'affaire Cunningham contre le Bureau fédéral des prisons en est un exemple marquant. Il s'agissait d'un recours collectif intenté par 11 détenus contre l'administration pénitentiaire, accusant le système carcéral de maltraiter et de négliger de manière répétée les prisonniers souffrant de troubles mentaux graves. L'urgence de cette plainte a été soulignée par plusieurs suicides tragiques parmi les détenus, mettant en évidence le besoin critique d'améliorer la prise en charge de la santé mentale. Les critiques affirment que l'isolement prolongé à ADX Supermax constitue une peine cruelle et inhabituelle, en violation du 8e amendement de la Constitution des États-Unis. De nombreuses études ont appuyé ces accusations, démontrant les graves dommages psychologiques causés par un isolement prolongé. Malgré ces conclusions, l'administration pénitentiaire a souvent tardé à mettre en place des réformes significatives. Laura Rovner, professeure à la faculté de droit de l'Université de Denver et avocate des détenus d'ADX, a comparé les conditions de détention à celles de Guantanamo. Elle souligne que, pour beaucoup de détenus, la vie à ADX s'apparente à une forme de mort vivante. Et si l'on demandait directement aux prisonniers, ils décriraient probablement ADX comme un endroit pire que l'enfer, un lieu qui prive toute existence de sens. Rovner a également attiré l'attention sur la vulnérabilité particulière des détenus souffrant de troubles mentaux et des plus jeunes, comme Zacharias Moussaoui, qui subissent un isolement prolongé et font face à de lourdes difficultés psychologiques. Malgré certaines améliorations, la prise en charge de la santé mentale à ADX Supermax continue de susciter de nombreuses critiques. Pour comprendre pleinement l'impact de ces conditions, il est essentiel d'examiner comment l'établissement tente d'y répondre, notamment à travers son programme de transition progressif. Le programme de transition. Ce programme, mis en place à ADX Supermax, a été conçu pour réintégrer progressivement les détenus dans des environnements moins restrictifs. Il a été introduit en 2008 pour les détenus de l'unité H, où sont enfermés certains des prisonniers les plus dangereux et les plus isolés. Le programme se compose de 3 phases.
chacune offrant une augmentation progressive des libertés et des responsabilités. L'objectif final est de préparer les détenus à être transférés vers des prisons moins sécurisées, où ils pourront purger leur peine dans des conditions plus normales. Dans la première phase, les détenus restent la majeure partie de la journée dans leurs cellules, mais bénéficient de davantage d'interactions qu'auparavant. Ils peuvent participer à des programmes éducatifs et thérapeutiques depuis la porte de leur cellule et ont un accès limité à des activités récréatives. Cette phase vise à encourager un comportement conforme aux règles de la prison. Dans la deuxième phase, les détenus obtiennent plus de temps hors de leur cellule et davantage d'opportunités d'interaction avec les autres détenus et le personnel. Ils peuvent participer à des séances de thérapie de groupe, à des cours éducatifs et à des activités récréatives dans un environnement contrôlé. Cette étape met l'accent sur le développement des compétences sociales et le renforcement des comportements positifs. La troisième phase offre encore plus de liberté, avec davantage de temps hors cellule et des interactions sociales accrues. Les détenus peuvent suivre des programmes éducatifs et professionnels plus complets, et certains peuvent même travailler au sein de la prison. La réussite de cette phase peut conduire à un transfert vers un établissement de sécurité moindre, où ils pourront poursuivre leur réinsertion dans des conditions moins strictes. Bien que ce programme représente un effort important pour atténuer la dureté des conditions à ADX Supermax, il fait face à plusieurs limites et critiques. L'une des principales critiques est qu'il n'est pas accessible à tous les détenus, notamment ceux soumis à des mesures administratives spéciales ou jugés trop dangereux. Ces prisonniers restent souvent en isolement extrême, avec peu d'espoir de pouvoir progresser dans le programme. De plus, les critères pour progresser d'une phase à l'autre peuvent être stricts et opaques, laissant certains détenus avec le sentiment que le processus est arbitraire et injuste. Les détenus souffrant de troubles mentaux, en particulier, peuvent avoir du mal à répondre aux exigences comportementales nécessaires pour avancer, ce qui les enferme de fait dans l'isolement sans soutien adéquat. L'efficacité du programme est également remise en question, en raison du manque de ressources disponibles pour les activités éducatives et thérapeutiques. Les détenus doivent souvent rivaliser pour obtenir une place dans ces programmes, et le manque de personnel qualifié limite l'encadrement et l'accompagnement nécessaires. Cette pénurie peut freiner la capacité du programme à atteindre ses objectifs de réinsertion. Plusieurs détenus ont suivi ce programme de transition avec des résultats variables, illustrant à la fois son potentiel et ses limites. Ramzi Youssef, l'architecte de l'attentat du World Trade Center en 1993, a passé des années en isolement. Malgré un comportement irréprochable pendant plus de 5 ans, il a eu du mal à dépasser la deuxième phase du programme. Son incapacité à progresser s'explique en grande partie par les mesures de sécurité extrêmement strictes qui lui sont imposées, illustrant les difficultés rencontrées par les détenus les plus médiatisés pour bénéficier pleinement du programme. Ted Kaczynski, Luna Bomber, a lui aussi participé au programme. Il passe la majeure partie de son temps à lire et à écrire, montrant un certain engagement intellectuel. Cependant, il reste dans un environnement très contrôlé en raison de la gravité de ses crimes. Eric Rudolph, le poseur de bombes du parc olympique, a connu une certaine progression dans le programme. Son comportement s'est amélioré avec le temps, lui permettant d'accéder à la deuxième phase. Toutefois, son évolution reste étroitement surveillée, et la moindre infraction pourrait entraîner un retour à des conditions plus strictes. L'un des détenus ayant passé le plus de temps en isolement, Thomas Silverstein, illustre les défis extrêmes liés à cet enfermement prolongé. Malgré ses efforts pour participer au programme, son long passé de violence et de tentatives d'évasion a rendu toute progression particulièrement difficile. Son cas soulève des questions importantes sur l'efficacité du programme pour les détenus ayant un historique lourd de comportements perturbateurs. Affaires juridiques majeures. L'un des dossiers les plus importants concernant ADX Supermax est l'affaire Cunningham contre le Bureau fédéral des prisons. 11 détenus ont intenté un recours collectif contre l'administration pénitentiaire, l'accusant de maltraiter et de négliger de manière systématique les prisonniers souffrant de troubles mentaux graves. Les plaignants ont soutenu que l'isolement prolongé à ADX Supermax constituait une peine cruelle et inhabituelle, en violation de leurs droits garantis par le 8e amendement.
De nombreux suicides parmi les détenus souffrant de troubles mentaux ont mis en évidence l'urgence de la situation. Ces événements tragiques ont montré à quel point le système carcéral devait améliorer ses services de santé mentale et son accompagnement. Le procès a attiré l'attention sur les effets psychologiques dévastateurs de l'isolement prolongé et sur le manque de soins adaptés. À la suite de cette affaire, l'administration pénitentiaire a été contrainte d'apporter plusieurs modifications à ses politiques et pratiques à ADX Supermax. Ces changements incluent notamment la mise en place du programme de transition pour les détenus de l'unité H, visant à les réintégrer progressivement dans des environnements moins restrictifs. En parallèle, le nombre de professionnels de la santé mentale a été augmenté et l'accès aux programmes éducatifs et thérapeutiques a été amélioré. Ces mesures visent à s'attaquer aux causes profondes des troubles psychologiques chez les détenus et à offrir un accompagnement plus complet. Les affaires judiciaires de Julian Assange et d'Abu Hamza ont également attiré une attention considérable sur les conditions de détention à ADX Supermax. Bien qu'aucun des deux n'y ait finalement été incarcéré, les batailles juridiques entourant leur éventuelle extradition ont mis en lumière la dureté extrême de cette prison. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, risquait une extradition du Royaume-Uni vers les États-Unis pour des accusations d'espionnage. Son équipe juridique a soutenu que, s'il était extradé, il serait probablement détenu à ADX Supermax sous des mesures administratives spéciales, l'exposant à un isolement prolongé et à de sévères restrictions de communication. En 2020, un juge britannique a refusé son extradition, en partie en raison des inquiétudes liées aux conditions extrêmement dures qu'il pourrait subir à ADX Supermax. Abu Hamza, ancien imam de la mosquée de Finsbury Park à Londres, a quant à lui été extradé vers les États-Unis pour des accusations de terrorisme et d'enlèvement. Il a été condamné à la prison à vie et placé en isolement à ADX Supermax. Ses avocats ont affirmé que son état de santé s'était dégradé en raison des conditions sévères et de l'isolement prolongé. Ils ont demandé sa libération pour raisons humanitaires, évoquant des complications liées au Covid-19 et à son enfermement extrême. Bien qu'un précédent recours contre son extradition ait été rejeté par la Cour européenne des droits de l'homme, ces procédures ont mis en lumière des conditions jugées inhumaines à ADX Supermax. Les préoccupations soulevées dans ces affaires ont entraîné un examen plus approfondi des pratiques de la prison et suscité des appels à des réformes. Ces batailles juridiques ont souligné la nécessité d'une plus grande transparence et d'un meilleur contrôle du traitement des détenus, en particulier ceux soumis à des mesures administratives spéciales. Dans l'ensemble, ces affaires très médiatisées ont rappelé l'importance de protéger les droits et le bien-être des détenus, même dans les établissements les plus sécurisés et les plus redoutés. Bien qu'ADX Supermax reste l'une des prisons les plus dures au monde, les défis juridiques auxquels elle a été confrontée ont conduit à des évolutions nécessaires et à une prise de conscience accrue de l'importance d'un traitement humain et d'un accompagnement en santé mentale. Ces affaires continuent d'influencer les politiques et les pratiques de l'établissement, afin qu'il évolue en accord avec les exigences de la justice et des droits humains. ADX Florence représente à la fois l'aboutissement ultime en matière de sécurité carcérale et un défi majeur pour les principes des droits humains et de la prise en charge de la santé mentale. Les enseignements tirés de son fonctionnement seront essentiels pour façonner l'avenir des prisons de haute sécurité, en encourageant une réflexion continue et des réformes afin que le système pénal réponde aux exigences de justice et d'humanité. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.